Salut la machine, j'espère que t'es au top. Dans ce chapitre 5 du programme d'histoire de première, nous allons nous intéresser à la France et à la construction de nouveaux États par la guerre et la diplomatie entre 1848 et 1871. C'est parti. La fin du 19e siècle est marquée par de profonds bouleversements géopolitiques en Europe. L'ordre établi par le Congrès de Vienne, remis en question par les révoltes et les révolutions successives du 19e siècle, débouche finalement sur une série de changements majeurs comme l'unification italienne et l'unification allemande, qui sont jusque-là des entités disparates. Dans ce contexte, la France du Second Empire joue un rôle d'importance. Napoléon III, désireux d'imposer la France sur le devant de la scène européenne, favorise fortement les mouvements nationaux qui se multiplient à partir de 1848. L'opposition est forte entre les vieilles monarchies agonisantes et les peuples qui se battent en revendiquant libertés et unité nationale. Petit à petit, ce sont de nouveaux États-nations qui se forment et l'équilibre géopolitique européen se modifie en profondeur. On peut donc se demander comment la France participe à la construction de nouveaux États européens entre 1848 et 1871. Nous répondrons à cette problématique en deux temps. Le premier temps nous permettra de nous intéresser au rôle important que donne Napoléon III à la France dans le jeu des nationalités en Europe, tandis que le second temps nous permettra de nous attarder sur deux cas spécifiques d'unification, l'Allemagne d'un côté et l'Italie de l'autre. Nous allons donc dans cette première partie nous intéresser à Napoléon et à la manière dont il donne à la France un rôle prépondérant dans l'affirmation des nationalités en Europe, avec un premier sous-point qui va nous permettre de voir que Napoléon défend ce qu'on appelle le principe des nationalités. Alors Napoléon III fut le premier souverain à comprendre le mouvement des nationalismes et à faire du principe des nationalités une des bases de sa politique étrangère. Et en cela, l'évocation de, je cite, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tant défendu durant la Révolution française, fut une des lignes de mire de son action diplomatique. Arthur de la Garonnière, qui est un journaliste, un diplomate et un homme politique, écrivait en 1859, à propos de la position de Napoléon III sur le principe des nationalités, je le cite, « L'empereur Napoléon s'est cru obligé de conquérir les nationalités pour les affranchir. Si jamais son successeur avait à les défendre, ce serait pour les affranchir sans les conquérir. » C'est ainsi que Napoléon III défend activement une Europe dite des nations. Pour commencer, il s'engage contre la Russie dans une guerre de Crimée, victorieuse mais éprouvante, aux côtés du Royaume-Uni. La victoire en Crimée débouche sur la signature de la paix au Congrès de Paris en 1856, qui en finit donc avec l'équilibre imposé par le Congrès de Vienne. En 1859, Napoléon III affirme le soutien de la France à la création d'un royaume de Roumanie. Il apporte ensuite l'appui de l'Empire aux nationalistes italiens dans une guerre avec l'Autriche qui lui permet d'obtenir Nice et la Savoie, avec le consentement de leurs habitants qui ont été consultés par une méthode chère à Napoléon III. Il s'agit du plébiscite, mais on précise tout de même que la décision était évidemment prise avant que le peuple n'ait pu dire qu'il était d'accord. Les victoires de Napoléon III en Italie ont ainsi placé la France en position d'arbitre dans le combat des nationalismes et ont offert à la France une influence de taille sur la scène européenne. C'est donc le principe des nationalités qui est défendu par Napoléon et qui lui permet d'offrir à la France une place de choix dans le concert des nations. Néanmoins, cette ingérence dans les affaires européennes va provoquer la perte du Second Empire. Le second sous-point va nous permettre de voir que Napoléon III contribue au processus d'unification des États-nations et que c'est d'ailleurs ce qui va conduire à la perte du Second Empire. On rappelle d'abord ce qu'est un État-nation. Un État-nation est un État composé d'un territoire délimité par des frontières dans lequel une population partage des traits culturels communs et un souhait de vivre ensemble. Durant toute la décennie 1850, Napoléon III jouit d'un grand prestige qui est dû à sa diplomatie et à ses interventions à l'étranger. Le point d'orgue de ce prestige a lieu lors du Congrès de Paris de 1856, qui a totalement réorganisé l'Europe sous le contrôle de l'empereur des Français. Mais les années 1860 sont celles du désenchantement, et l'investissement français est profondément remis en question. En Italie d'abord, qui avait pourtant apporté le succès à l'empereur des Français, Napoléon III fait le choix d'envoyer un corps expéditionnaire, c'est-à-dire des militaires, pour protéger le pape des révolutionnaires. Jusque-là, Napoléon avait toujours soutenu les révolutionnaires et apparaissait pour cette raison comme un héros aux yeux de tous les combattants italiens. La décision de protéger le pape change totalement la perception des Italiens qui voient en fait désormais l'empereur des Français comme le dernier obstacle à l'unification finale du pays, le pape siégeant à Rome et Rome ayant vocation à être intégrée dans la Grande Italie.
Deuxième point, l'expédition du Mexique entre 1860 et 1867. Expédition menée initialement en collaboration avec l'Angleterre et l'Espagne, puis seulement par la France après que les deux autres pays se soient rapidement retirés. L'expédition du Mexique tourne au fiasco et ternit fortement l'image de la France. Troisième et dernier point, le plus important sûrement, la Prusse, dirigée par le chancelier Otto von Bismarck. Alors, le chancelier, c'est un poste qui est équivalent à celui du Premier ministre de nos jours en France. Bismarck, dès son arrivée aux affaires, a compris qu'il ne pourrait agrandir la Prusse qu'à deux conditions. L'une qui est neutraliser l'Autriche, l'autre qui est celle de neutraliser la France. Méthodiquement, Otto von Bismarck met donc son plan en action. En 1866, il vainc l'Autriche à Sadowa. Il peut, à la suite de cette victoire, rafler à l'influence autrichienne de nombreux États germanophones, c'est-à-dire qui parlent allemand, et créer ce qu'on appelle donc la Confédération de l'Allemagne du Nord. Mais le chancelier Bismarck ne souhaite pas unir uniquement les États du Nord, il souhaite aller plus loin, il souhaite en effet mener totalement l'unité allemande à son terme en rassemblant le Nord et le Sud, et cela passe par une incontournable guerre contre la France qui est frontalière des États du Sud. Fort habilement, le chancelier Bismarck va monter l'Europe contre la France tout en poussant cette même France à lui déclarer la guerre. La dépêche d'Ems, dont je vous invite à prendre connaissance en vous rendant sur ce lien pour comprendre rapidement de quoi il s'agit, eh bien la dépêche d'Ems sera l'étincelle qui va inviter la France à déclencher la guerre à la Prusse, consacrant la stratégie du chancelier Bismarck. La France est rapidement affaiblie dans ce conflit mal préparé, qu'elle ne souhaitait d'ailleurs pas. Elle subit en quelques semaines une violente défaite qui l'humilie durablement à partir de ce 2 septembre 1870 où Napoléon III est tout simplement fait prisonnier à Sedan. Cette défaite marque aussi l'avènement de la jeune puissance allemande et l'effacement temporaire de la France dans le concert des nations. Alors, Napoléon III aura ainsi réussi à ramener la France au centre du jeu européen. Pourtant, c'est sa défaite éclair face à la Prusse qui va faire de la France une puissance qui reste isolée et périphérique de l'Allemagne pendant presque 20 ans. La France aura donc contribué activement au processus des nations, elle en aura retiré une véritable gloire, mais en aura finalement et de fait payé un lourd tribut.